Je vais vous parler surtout des parasitoses et de deux parasitoses en particulier chez les migrants à Marseille, que sont la schistosomose et la strongyloïdose. En partant, cette fois-ci, plutôt des données de laboratoire que nous avons chez nous, et qui sont relativement nombreuses étant donné les dépistages systématiques ou quasi systématiques pour ces deux parasitoses. Voici le plan. J'avais prévu de rapides rappels physiopathologiques et épidémiologiques, mais sur lesquels je vais passer rapidement. Je n'étais pas très sûr du public qu'il y avait ce soir. Ensuite, on reviendra sur les recommandations qui ont été présentées par le docteur Borloo spécifiquement pour les parasitoses. Je ferai un point sur les techniques que nous avons au laboratoire de parasitologie. Et enfin, je présenterai donc les données d'épidémiologie que nous avons sur la PHM pour les patients de la PASS. Donc très rapidement, pour la strongyloïdose, c'est une parasitose due au nématode Strongyloides stercoralis, avec un mode de contamination par passage transcutané de la larve strongyloïde qui se trouve dans des sols chauds et humides et qui occasionne des formes cliniques en général peu ou pas symptomatiques à la phase d'invasion et à la phase d'invasion de la maladie, mais pour lequel on redoute l'anguillulose maligne qui est le principal élément qui fait la gravité de la maladie et qui fait que c'est important de la dépister, la diagnostiquer et de la traiter, en particulier chez les patients migrants. Voici une carte datant de 2022 qui recense, qui évalue la prévalence, la probabilité de présence de l'anguillule à travers le monde, donc qui se situe essentiellement dans la zone intertropicale, répartie de manière relativement homogène entre les différents continents, en Amérique du Sud et centrale, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. À noter également que dans la littérature, on a des épidémies également dans les zones tempérées qui commencent à émerger, notamment en Espagne et en Italie, où elles ont été décrites. Au total, c'est 600 millions de personnes qui sont estimées infestées par Strongyloides stercoralis, selon l'OMS. Et pour la schistosomose, donc une parasitose occasionnée par un trématode pour lesquels on a 5 espèces connues infectantes chez l'homme, dont Hématomium et Manzoni qui sont les principales. Le mode de contamination se fait par baignade en eau douce et pénétration transcutanée cercaire, et une évolution clinique qui, comme l'anguillulose, est peu symptomatique à la phase d'invasion et se manifeste de manière plus retardée à la phase chronique qui peut durer des mois, des années. Les adultes peuvent vivre jusqu'à 15 ans dans le corps humain et occasionner, surtout ce qu'on redoute dans cette maladie et qui occasionne une morbimortalité très importante, des complications à long terme, aussi bien au niveau plutôt urinaire pour hématobiome, avec des atteintes urétérales, vésicales, notamment des cancers de vessie, ou Manzoni, qui elle est plutôt au niveau digestif et occasionne des atteintes notamment hépatiques et avec de la fibrose portale. Voici une carte un peu plus ancienne de 2014, mais qui montre bien la zone de répartition de la bilharziose, qui est un petit peu différente de l'anguillulose et pour lequel plus de 90% de la prévalence est estimée être en Afrique et notamment Afrique intertropicale. Il y a également des cas en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Elle est estimée comme la deuxième endémie parasitaire mondiale en termes d'impact de santé publique, surtout dans la mesure de la morbimortalité associée à cette maladie qui est très importante. L'OMS estime en 2023 que c'était 250 millions de personnes qui sont exposées dans le monde et occasionne entre 12 000 et 200 000 décès par an. Voilà une dernière carte qui est issue d'une étude de 2022 qui montre l'évolution de la prévalence estimée de la bilharziose aussi bien pour l'espèce Hématobium que Manzoni au cours entre 2000 et 2019 et qui montre qu'il y a une tendance à une baisse de la prévalence globale en Afrique de cette maladie, notamment grâce aux diverses campagnes mises en place par l'OMS de distribution à large échelle de praziquantel, d'abord aux enfants et qui a été élargie à toutes les catégories d'âge dans les zones de forte endémie. Donc au total, les enjeux de diagnostic de ces deux parasitoses, notamment chez les primo-arrivants, c'est avant tout des maladies qui sont peu ou pas symptomatiques, difficiles à diagnostiquer cliniquement,
avec un parasite qui persiste pendant des années, voire toute une vie pour l'anguillule lorsque ce n'est pas traité. Et donc, il y a une importance de diagnostic pour éviter les complications ou de dépistage de ces complications quand les patients arrivent, qui sont fait contaminer par exemple dans l'enfance et ils arrivent déjà avec des complications en consultation. Et enfin, d'un point de vue de santé publique, qui est un peu moins certain, mais qui peut devenir un enjeu dans les années à venir avec les modifications climatiques, qui est la prévention de la création de nouveaux gîtes d'infestation, notamment comme on peut voir les épidémies émergentes d'anguillules en Espagne et en Italie, et également l'épidémie de bilharziose en Corse de 2013. Donc, j'ai remis rapidement le tableau des recommandations de juin 2024. Donc avant, il y avait peu de recommandations standardisées. Il y avait des études, notamment françaises, qui montraient qu'on avait une certaine hétérogénéité dans les pratiques de prise en charge des primo-arrivants. Et donc pour les parasitoses, on a des recommandations plus claires sur le fait que la sérologie songyloïdose est recommandée pour les primo-arrivants de n'importe quelle origine. Pour la sérologie schistosomose, elle est réservée aux patients d'Afrique subsaharienne principalement et patients d'Égypte, comme vous l'aviez dit, Dr Borloo. Pour l'examen parasitologique des selles, je ne vais pas revenir dessus. Mais effectivement, on a un petit plus ou moins pour dire qu'en théorie, c'est un examen qui est intéressant, notamment pour diagnostiquer l'anguillulose ou la songyloïdose, mais aussi pour diagnostiquer d'autres helminthioses pour lesquelles on n'a pas de sérologie, mais qui en pratique est difficilement réalisable chez des patients qui sont vus pour la première fois par un médecin d'un pays différent et qui ont des parcours de vie assez compliqués. Et voilà, pour rappel, vous l'aviez rappelé, l'importance de la recherche de la microphilarémie chez les patients qui reviennent d'Afrique centrale, notamment de zones forestières, où on a une zone de prévalence de la haloase qui est très importante et qu'il faut dépister avant un traitement éventuel par ivermectine. Concernant les techniques diagnostiques que nous avons au laboratoire de parasitologie, pour la schistosomose, on a deux techniques qui se complètent. Une technique de screening, donc dépistage, qui est l'ELISA, qui, lorsque l'ELISA est négatif, on conclut à une sérologie négative. Lorsqu'il est positif, on a besoin de compléter la technique par un Western blot qui est plus spécifique que l'ELISA. Et à l'aide des bandes 30 et 34, 22, 24, donc là vous voyez 4 Western blots positifs, ça nous permet d'affirmer une sérologie positive lorsque le Western blot est positif. S'il est négatif, on conclut un faux positif de l'ELISA, donc la sérologie est rendue négative. Et donc lorsqu'une sérologie bilharziose est rendue positive, les recommandations sont de traiter par praziquantel, éventuellement de compléter par un examen parasitologique des selles ou des urines quand c'est possible. Pour la songyloïdose, on est un peu plus embêté parce qu'on n'a pas de technique de confirmation, on a seulement l'ELISA comme méthode de screening. Donc on est probablement avec une technique qui est moins spécifique que pour la bilharziose. Et donc là, on rend un résultat positif ou négatif, on a une zone grise entre les deux, où lorsque la sérologie est équivoque, eh bien, effectivement, on recommande une deuxième sérologie à distance, mais qui n'est pas toujours possible. Donc, comme vous l'aviez évoqué, en général, ça peut être des patients pour lesquels on va instaurer un traitement d'emblée par ivermectine. Donc la sérologie, donc pour rappel, ce n'est qu'une méthode de dépistage et qui ne prouve pas une infection active pour ces deux parasitoses. C'est l'examen parasitologique des selles qui le permet et la sensibilité n'est pas non plus parfaite et une sérologie négative n'exclut pas le diagnostic. Pour l'examen parasitologique des selles et des urines, on a une vraiment moins bonne sensibilité, on verra les chiffres juste après. Mais l'intérêt, comme je l'avais évoqué, était aussi de détecter d'autres parasitoses, ce qui passe inaperçu si on se base uniquement sur les sérologies. Et enfin, la place de la PCR sur selles ou urine. Au laboratoire de parasitologie, on a des PCR d'espèces pour Schistosoma, Hematobium et Manzoni, et pour l'anguillule. Donc pour extraire les données épidémiologiques à l'IHU et cibler vraiment les patients primo-arrivants, pour faire au mieux, j'ai repris les sérologies anguillules et bilharziose entre 2017 et 2024 réalisées à la PHM. Après exclusion des doublons, je me suis concentré uniquement sur les UF de la PAS pour extraire les différentes sérologies. Alors c'est pas tout à fait parfait parce que comme vous l'aviez évoqué, on n'est pas totalement représentatif des patients primo-arrivants ou migrants.
mais ça donne une idée globale, je pense, qui est relativement quand même fidèle des dépistages, étant donné qu'on se base aussi sur des sérologies qui sont faites en systématique chez des patients migrants. Au total, on avait, donc c'est sur ces 8 années-là, on avait 5 690 sérologies en guilule et 4 787 bilharzioses. Donc un petit peu moins de bilharziose, comme vous l'aviez un peu montré sur l'année 2024, probablement aussi parce que la sérologie bilharziose normalement est à réserver plutôt aux patients revenant d'Afrique, et alors que l'anguilule est recommandée en systématique pour les patients revenant de n'importe quelle zone géographique tropicale. Au total, ça nous faisait 6477 patients avec un sexe ratio de 2 hommes pour une femme et un âge médian d'environ 34,7 ans. Donc voici les données pour les sérologies en guilule sur les 8 dernières années. En bleu clair, vous avez le volume total de nos sérologies en guilule, toutes UF confondues, et en bleu foncé, les UF de la PAS, les sérologies de la PAS, pardon. Et donc ce qu'on voit dans notre laboratoire, c'est qu'on a une augmentation constante du nombre de sérologies depuis 2017, impactée un tout petit peu par le Covid en 2020, et une proportion de sérologies issues des patients de la PAS qui est majoritaire en 2020, 2021, 2022, qui a fortement augmenté, et qui depuis se stabilise autour de 1000-1200 sérologies par an. À noter que ce nombre de sérologies ici qui concerne des patients de la PHM mais qui ne sont pas à la PAS, j'ai regardé rapidement, c'est essentiellement des patients immunodéprimés, des patients d'hématologie ou en attente de greffe. Pour les données de la PAS, voici donc le nombre de sérologies réalisées par année en gris, le nombre total. Et en bleu clair, vous avez le nombre de positifs. En bleu foncé, les sérologies qui sont équivoques. Donc au total, c'est une séroprévalence de 7,1% sur les 8 années, tout confondu, si on prend seulement les positifs. Si on ajoute les équivoques, on est autour de 10,4-10,5% de séroprévalence. Ici, les pourcentages représentés, c'est le taux, c'est le taux de positifs et équivoques compris. Et donc ce qu'on voit, c'est que on a bien l'augmentation du nombre de sérologies en 2021 qui est assez significative, mais qu'on a globalement une stabilité de la séroprévalence qui diminue un petit peu en 2023, sans que j'ai trop réussi à l'expliquer, mais qui reste entre 7,5 et 13,3%. Pour la bilharziose, on suit un petit peu le même schéma. On avait quand même significativement plus de sérologie bilharziose en 2017, 2018, 2019 par rapport aux anguillules. Peut-être aussi dû au fait de l'épisode de l'épidémie locale corse qui avait fait prescrire plus de sérologie bilharziose à l'époque. Toujours est-il que les sérologies de la PAS ont fortement augmenté en 2021 où elles représentaient la quasi-totalité des sérologies qu'on faisait. Et c'est stabilisé avec une petite diminution en 2024. Donc là, je me suis demandé si c'était peut-être les dernières recommandations de 2024 qui avaient fait un tout petit peu évoluer les pratiques sur le fait de ne pas la systématiser à tous les primo-arrivants, mais la réserver vraiment aux patients d'Afrique subsaharienne. Voilà, et concernant ces données-là, on a vraiment le même profil au niveau des sérologies totales avec une forte augmentation en 2021 et un taux de séroprévalence qui est un tout petit peu inférieur à l'anguillule, autour de 8,9%, et qui là aussi est relativement stable selon les années. En croisant les données des sérologies bilharziose et anguillule, on retrouve 31 patients qui étaient double positifs à la fois en sérologie anguillule et bilharziose. Concernant les examens parasitologiques des selles et des urines, comme vous l'aviez évoqué, Dr Borloo, on avait sensiblement moins d'examens parasitologiques des selles et des urines par rapport aux sérologies. On en avait 161 sur l'ensemble des patients de la cohorte, ce qui correspond à 2,48% des patients. On retrouvait quand même 26 positifs, soit 16,1% de positivité sur les EPS réalisés. Et dans les espèces parasitaires qu'on retrouvait, donc il y avait des parasites plutôt peu pathogènes comme Entomobacoli ou Blastocystis, qui sont plus un témoin d'une mise en contact d'un environnement lié au péril fécal. Mais on avait quand même des espèces parasitaires pathologiques. On avait 5 cas de Giardia, 3 Ténia, 3 Schistosoma montsoni et 2 Entamoeba histolytica. Concernant les examens parasitologiques des urines, on en avait 2 fois plus,
mais là on avait beaucoup moins de rentabilité de l'examen, on n'avait pas de positif sur toute la cohorte des 8 ans. Peut-être aussi que la difficulté du recueil et le fait qu'on recommande un recueil en fin de mission avec des consignes pour des patients qui ont une barrière de langue rend le prélèvement plus difficile et moins contributif. On avait rattrapé cependant certains diagnostics avec la PCR que maintenant on fait en systématique sur les EPU et qui avait permis de diagnostiquer 8 cas sur les 345. L'examen parasito des selles, c'est un multiplex PCR ou... Non, c'est vraiment à l'examen direct. D'accord. Pour les PCR qu'on a fait, il y en a très très peu qu'on a fait sur les selles. On a fait 10 PCR en guilule, à la recherche spécifiquement en guilule. Et pour les multiplex, je ne suis pas sûr qu'on en ait fait beaucoup plus. Voilà, donc tout ça qui permet de mettre en valeur effectivement qu'il y a une difficulté du recueil de ces prélèvements qui fait que on en est beaucoup moins que les sérologies, et une faible rentabilité globale, mais qui est un petit peu compensée quand même par l'examen parasitologique des selles qui garde un intérêt pour le diagnostic des autres parasitoses. Et un dernier mot pour comparer un petit peu ces chiffres à la littérature. Donc il y a quelques études, notamment européennes, mais avec des données qui sont très hétérogènes en termes de prévalence. Donc je me suis basé surtout sur une méta-analyse de 2019 qui fait un résumé des différentes prévalences qu'on peut retrouver pour ces deux parasitoses. Donc il a regroupé 88 études à travers le monde, donc de zones non endémiques pour ces maladies et qui reçoivent des patients primo-arrivants, qui regroupe l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Australie notamment, et qui montrait pour la strongyloïdose une prévalence globale de 12,2% sur l'ensemble des études, qui est relativement proche de notre taux de 10,5% qui était observé sur les 8 ans, avec en première zone géographique qui était représentée, c'était l'Asie du Sud-Est. Venait ensuite l'Afrique subsaharienne avec 14,6% de séroprévalence, et puis l'Amérique latine. C'était un petit peu moins élevé chez les enfants, mais pas très significatif. Et comme pour nous à la PHM, il y avait une rentabilité de l'EPS et de l'EPU qui était très faible, avec 1,8% de positif. Et pour la bilharziose, on avait une séroprévalence globale à 18,4%, donc c'était plus élevé que ce qu'on avait nous au laboratoire à la PHM. On tournait donc autour de 8%, 9%. Donc là, on a une séroprévalence dans cette méta-analyse qui était deux fois supérieure à notre population. Et ce qui était intéressant dans cette analyse, c'était que l'Afrique subsaharienne était bien sûr la première représentée et qu'il y avait de grandes disparités en fonction des pays. Par exemple, le Mali était très représenté à une séroprévalence très élevée. Il pouvait être 2 à 3 fois supérieur à des pays voisins juste à côté. L'Amérique latine est aussi fortement représentée, mais ça correspondait essentiellement à des études américaines, donc qui étaient moins comparables par rapport à notre population européenne. Et enfin, il y avait un taux qui est moins important chez les enfants, et pareil, une contribution de l'EPS et de l'EPU qui était très mauvaise comme nous. Donc en conclusion, la bilharziose et l'anguillulose sont les principales parasitoses tropicales qui sont dépistées chez le primo-arrivant, et que c'est la sérologie qu'on a comme principal outil de dépistage. Voilà, avec une séroprévalence qui tourne autour de 9 à 10% pour ces deux parasitoses à la PHM, et avec un faible recours à l'EPS et à l'EPU, mais dont on a discuté. Et enfin, la place de la PCR qui peut être éventuellement à discuter. Dans les recommandations de 2024, il n'y a pas vraiment rien n'est statué par rapport à la PCR. On estime que ça peut être un outil intéressant par sa sensibilité, mais reste encore la difficulté d'obtenir les prélèvements pour pouvoir la faire. Je vous remercie.